Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle gestion de ces placements financiers adopter cet été et pour la fin de l'année dans un contexte d'incertitude. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Axel Pinon. Bonjour Axel Pinon. Bonjour. Vous êtes portfolio advisor chez Carmignac et nous avons le plaisir d'accueillir également Vincent Danis, président de Savignan. Bonjour Vincent Danis. Bienvenue à tous les deux. Merci d'être avec nous pour cette émission dédiée à l'incertitude et aux vacances quelque part, à l'incertitude et à la période estivale. Alors on a des incertitudes politiques, que ce soit en France ou sur les élections présidentielles aux États-Unis. On en parlera peut-être également, on en parlait juste avant l'émission, une incertitude qui peut venir de Chine également, et puis une incertitude économique bien sûr, sur les stratégies de banque centrale, sur un marché de l'immobilier en France qui a du mal peut-être à retrouver des couleurs, et aussi évidemment sur les marchés boursiers, une incertitude vis-à-vis de la résistance des entreprises ou des économies, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Le décor est rapidement posé, puis je vais me retourner vers vous, Axel Pinon. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail des sujets, comment est-ce que, en tant que portfolio advisor chez Carmignac, vous abordez cette deuxième partie d'année alors qu'on est à peine entré dans la période estivale en France? On a effectivement eu ces élections législatives anticipées qu'on n'avait pas forcément anticipées. Justement, comment est-ce que vous abordez ces mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre? Alors effectivement, beaucoup d'incertitudes politiques, géopolitiques, sur le front des politiques monétaires, avec la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne qui vont se réunir d'ici la fin du mois de juillet. Puis la saison des résultats qui va démarrer et qui arrive avec des anticipations assez élevées de la part du consensus aux États-Unis et en Europe, donc un potentiel risque de déception. Alors après, tout n'est pas noir non plus, hein. Quand on regarde le contexte macroéconomique, il y a encore quelques mois, on imaginait que c'était impossible de retourner vers la cible d'inflation sans passer par la case récession. Bien sûr. Puis au final, maintenant, c'est un scénario qui est assez exclu pour les prochains mois. La récession ne fait plus partie des scénarios principaux qu'on peut imaginer. Donc on a une croissance économique qui décélère, mais graduellement. Une inflation qui retourne vers sa cible, graduellement elle aussi. Et donc des politiques monétaires qui sont là en soutien en cas de besoin, donc un assouplissement qui est à venir. Avec quand même deux réalités différentes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On a une économie qui résiste un peu plus aux États-Unis que ce qu'on peut voir en Europe à l'heure actuelle. Voilà, en Europe, alors on a eu 5 trimestres de stagnation, de baisse même de l'économie. Là, on rentre plutôt dans une petite parenthèse enchantée où ça va un petit peu mieux. Ça reste très médiocre, mais voilà, on n'a pas de scénario catastrophe et c'est ça qu'il faut retenir. Mais dans ce contexte, peut-être la principale zone d'inquiétude pour nous, c'est le niveau de valorisation. D'accord. C'est vrai que quand on regarde les principaux indices boursiers, on est à des plus hauts historiques. C'est vrai sur beaucoup de valeurs aux États-Unis, on a atteint des plus hauts historiques sur l'ensemble des GAFA. Là. Oui, bien sûr, les 7 magnifiques, enfin 6 ou 7, on ne sait pas. Mais ouais. Donc là, on a quelques incertitudes à venir parce que beaucoup de bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans les cours. Donc le réservoir de bonnes nouvelles à venir commence à s'amoindrir. Donc, aux États-Unis comme en Europe ? Aux États-Unis comme en Europe. C'est-à-dire que quand les valeurs fonctionnent, on se demande si elles ne sont pas survalorisées et si elles ne laissent pas à la traîne un marché de small et mid cap qui a un peu plus de mal à s'en tirer, c'est ça ? Il y a eu, on le sait, une vraie polarisation avec un petit nombre de gagnants et le reste du marché qui a moins bien marché. Mais ce qu'on voit, c'est quand on regarde les anticipations de croissance des bénéfices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, elles sont assez élevées pour les prochains mois ou même pour l'année à venir, sur une année glissante, alors qu'on parlait tout à l'heure de cette décélération graduelle de l'économie. Donc c'est assez dur de croire qu'en même temps, toutes les entreprises cycliques pourraient rebondir à un moment où la croissance, elle, ralentit. Oui, bien sûr. Oui. On a cette dichotomie qui entre en jeu. Donc ça veut dire énormément de sélectivité. La gestion des risques risque de devenir plus importante que ça n'a été le cas pour les derniers mois. Mais des choses très intéressantes à faire, on pourra en reparler, que ce soit sur les actions, surtout avec un angle international pour diversifier un petit peu ce risque dont on parlait tout à l'heure. Et également sur les obligations. Sur les obligations, on va avoir une préférence à prêter aux entreprises plutôt qu'au gouvernement parce qu'on voit les déficits exploser, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Et qui ont été mis à l'ordre du jour là avec ces élections législatives, justement. Exactement. Ouais. Et donc là où sur les entreprises, il y a eu un effort de désendettement un peu plus important qui a été fait au cours des dernières années, donc beaucoup plus d'opportunités sur ce front-là.
Vincent Denis, beaucoup d'incertitudes soulevées. Quand on était investisseur particulier il y a 6 mois, on lisait la presse financière et on avait l'impression que la boussole, c'était stratégie des banques centrales, stratégie des banques centrales. Tout dépendra des stratégies des banques centrales. Ça donnera le là sur l'économie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde quand on accompagne des particuliers, avertis ou non, dans leurs investissements ? Alors, on va toujours rester attentif aux taux et à l'évolution des taux. Mais quand on est épargnant en France, il s'est produit des éléments perturbateurs sur les taux qui n'avaient rien à voir avec les mouvements de la BCE. Donc on doit en tenir compte parce que ça reste un peu comme la météo des vacances, le baromètre à partir duquel tous les placements vont pouvoir se placer. On regarde l'emprunt d'État français à 10 ans et on se dit quelle est la prime de risque qui apparaît dans les autres actifs par rapport à ce baromètre. D'accord. Après, le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, eh bien, ça va être, comme d'habitude, de jouer le caméléon par rapport au degré de risque que chaque épargnant souhaite prendre. Et là, selon que l'on est face à des gens prudents ou à des gens plutôt dynamiques et opportunistes, eh bien, on va avoir toute une panoplie de solutions à proposer. Pour les plus prudents, on reste dans un contexte 2024-2025 où, grâce aux assureurs, avec les fonds en euros bonusés, on a une solution pour dormir tranquille, probablement jusqu'en janvier 2026, avec des rendements embarqués qui peuvent aller de 3,5 à 4,70 selon les assureurs, et en n'ayant a priori pas beaucoup d'émotions entre-temps. L'écartement des spreads, alors même si effectivement le niveau de la dette française est revenu sur son niveau initial et c'est finalement ailleurs, et notamment en Allemagne, que le spread s'est écarté, mais c'est une source d'inquiétude pour les investisseurs français, pour le fonds euro ? Alors pour le fonds en euro, non, puisqu'aujourd'hui, de mon point de vue, la performance du fonds en euros, elle vient essentiellement des efforts qu'ont décidé de faire les assureurs en puisant dans leurs réserves passées. D'accord. Donc même si la performance court terme vient bien sûr jouer un rôle, c'est plutôt cette générosité-là qu'il va falloir apprécier et mesurer. En revanche, les écarts de spread, voire les tensions sur les taux, alors que la BCE baisse et que les taux français montent, sur d'autres classes d'actifs, comme l'immobilier de rendement par exemple, ça va présenter des risques, notamment dans les évaluations de milieu d'année, où on va probablement assister à une nouvelle baisse de valorisation sur l'ensemble des actifs de rendement du fait de ce pincement de la prime de risque qui va être constaté au 30 juin. Donc l'incertitude sur l'immobilier qu'on constate quand même depuis 1 an maintenant, ce que vous dites, c'est restons prudents sur cette classe d'actifs, ou en tout cas sur l'immobilier de rendement. Et sur l'immobilier que l'on a déjà engrangé, il ne faut pas s'attendre à des miracles parce que les expertises vont probablement être homogènes pour tout le monde. Après, je crois que vous avez eu une table ronde il n'y a pas longtemps sur ce sujet avec Guy Marty et Jérémy Chor. Bien sûr, qui nous parlait du cycle de l'immobilier, les cycles longs de l'immobilier, bien sûr. Oui. Et on voit qu'il y a un marché à 2 vitesses, avec des SCPI nouvelles qui, ayant l'avantage de collecter, peuvent investir dans d'excellentes conditions. Donc là, pour un épargnant qui n'est pas pressé et qui ne va pas pendant 2 mois regarder ce qui se passe jour après jour, s'il est sur un horizon de 8 à 10 ans, il va probablement réaliser de très bonnes affaires. Après, si on est beaucoup plus dynamique et opportuniste, il va probablement aussi y avoir des belles occasions à saisir durant cet été. On voit depuis 1 an que les fonds structurés présentent un réel attrait pour beaucoup d'épargnants, mais c'est souvent parce qu'il y a des pics de volatilité. Et quand il y a des pics de volatilité, si on est attentif, on peut prendre des photographies, des points de constatation initiaux qui seront des bons points d'entrée pour le structuré qui est tarifé. Avant de repasser la parole à Axel Pinon, le risque politique, qu'il soit en France, en Europe ou aux États-Unis, d'ailleurs, est-ce qu'on parle de risque, est-ce qu'on parle d'incertitude ? Ça, ensuite, chacun a sa définition. Est-ce qu'on l'intègre dans les placements qu'on réalise à mi-année 2024 ? Oui, puisqu'il y a tout un tas d'éléments qui vont faire qu'on aura des gens plus ou moins inquiets. On a eu une vague d'intérêt pour l'assurance vie luxembourgeoise qu'on ne s'attendait pas à avoir sur les 3 dernières semaines cette année, ouais, c'est ça. Et qui est venu vraiment des épargnants, qui n'est pas venu de notre part en alerte. Donc on voit bien qu'il y a des craintes. Globalement, on est dans un pays où les gens trouvent, quel que soit le niveau d'impôt qu'ils payent, qu'ils en payent trop et qu'ils se porteraient mieux s'ils pouvaient en payer moins. Donc là, la phase d'incertitude, si en plus elle est accompagnée d'effets d'annonce, on peut avoir une phase d'attentisme. Donc dans ces cas-là, de mon point de vue, n'ayant pas de boule de cristal, il faut simplement rester les pieds sur terre et se dire, il y a déjà tout un tas de dispositions que l'on peut prendre. Par exemple, se doter des enveloppes fiscales dont on ne disposerait pas tant qu'elles existent, et en se disant que s'il n'y a pas de rétroactivité, elles pourront au pire ne servir à rien, mais au mieux se révéler diablement utiles s'il y avait une évolution par la suite. Axel Pinon, on tourne donc cette émission entre le début et la mi-juillet.
Il y a beaucoup de choses qui nous attendent, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est le moment de réaliser des arbitrages? Est-ce qu'il faut garder la tête froide parce qu'on est sur les marchés financiers et que les marchés financiers, c'est du long terme quand même pour un certain nombre d'épargnants? Comment est-ce qu'on aborde la période? C'est ça, tout est toujours une question d'horizon de temps quand on investit dans les marchés. Et avoir un bon point d'entrée, c'est quand même la chose la plus difficile à faire. Donc c'est toujours investir de manière graduelle, surtout quand on parle des investissements actions. Dans les actions, il y a encore de belles histoires devant nous. Il y a eu des belles histoires sur les derniers mois, mais il y en a encore beaucoup à venir. Ce que je disais tout à l'heure, investir avec un angle international, c'est intéressant parce qu'on le voit, les risques qui sont aussi bien en Europe, aux États-Unis et en Chine, et peut-être même ailleurs. Il y a la géopolitique qui rentre en jeu aussi. Ça veut dire aller sur ces 3 régions-là, par exemple, aller sur les émergents un peu plus Voilà, diversifier. On a des grands thèmes qui ont beaucoup marché. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est diversifier des avoirs qu'on peut avoir dans Nvidia. Il n'y a pas que Nvidia dans l'intelligence artificielle et aller ailleurs dans la chaîne de valeur. Il y a des très grandes entreprises fournisseurs clés pour Nvidia, que ce soit à Taïwan, en Corée du Sud, qui n'affichent pas les mêmes multiples de valorisation. Donc voilà, on va diversifier les grands gagnants, diversifier de manière géographique. Et puis, il y a des moyens de couverture. La volatilité a été extrêmement basse au cours des derniers mois. Mettre en place des couvertures via des options sur les derniers mois a été assez facile, peu onéreux. Et donc, pour des fonds de gestion active, ça a été des moyens très intéressants pour se préparer pour des mois un petit peu plus turbulents. Avant de passer la parole à Vincent Danis, une question que je vous poserai aussi dans un instant. Faut-il oublier les obligations à mi-année 2024 ou au contraire, ça reste un moyen de trouver du rendement aujourd'hui? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur les obligations d'entreprise, il y a encore des choses très intéressantes à faire. On a encore des rendements qui sont très attractifs et encore plus si on les met au regard de ce qu'on a pu connaître il y a encore quelques années. Bien sûr. Dans des fonds à échéance, ça permet d'avoir de la bonne visibilité, du rendement jusqu'à échéance. Donc voilà, c'est des rendements qui sont encore très attractifs malgré le succès que ça a eu sur des derniers mois. Donc non, le crédit, on est encore très positif. On est payé pour attendre avec un portage élevé et des rendements attractifs. Vincent Danis, qu'est-ce qu'on fait à mi-année? Est-ce que du coup les obligations restent quand même effectivement ces obligations qui sont revenues un peu sur le devant de la scène depuis un an, à l'été 2023, on avait organisé une grande migration estivale pour sortir de l'immobilier de rendement et aller vers les obligataires datés, et notamment chez Carmignac d'ailleurs. D'accord. Ce sera un petit peu moins le cas à l'été 2024, même si les fonds obligataires restent attractifs, simplement parce qu'on a vu apparaître ces bonus sur fonds en euros qui deviennent en tout cas un complément possible ou une alternative, en ayant à la fois un taux de rendement embarqué qui n'est pas si éloigné en tout cas de l'investment grade, et en ayant une garantie en capital en complément. Donc, mais sachant que le bonus ne durera pas éternellement. Donc on est sur du 18 mois, on est jusqu'à janvier 2026. D'accord. Et au-delà, il faudra probablement faire autre chose. C'est-à-dire qu'un des vrais attraits des fonds obligataires datés, c'est peut-être de nous embarquer jusqu'à l'échéance 2029 en ayant des rendements embarqués qui, a priori, si les titres ont bien été sélectionnés, tiendront leurs promesses. Après, pour les gens qui veulent absolument rester tranquilles cet été, il y a un actif dont on n'a pas encore parlé, mais que nous, on aime bien. Et qu'on peut mentionner en 30 secondes. C'est que quel que soit le locataire de Matignon, les arbres vont continuer à pousser 3% par an. Et nous, on aime bien les groupements forestiers dans lesquels on a cette croissance de 2 à 3%, et on a en plus une réduction d'impôt à l'entrée. Croissance de 2 à 3% dans les forêts? Un arbre pousse de 2 à 3% par an. Mais la performance du fonds... Ça peut dépendre du dérèglement climatique, mais pas du locataire de Matignon. Mais la performance des fonds des groupements forestiers sont généralement plus de 1% plutôt que de 2-3%, non? En fait, aujourd'hui, la performance est supérieure parce qu'on a assisté à une vive revalorisation des hectares de forêt qui, au départ, étaient notoirement sous-évalués et qui n'ont pas encore complètement terminé leur rattrapage. Donc les perspectives sur les prochaines années, c'est plutôt d'aller compléter ce rendement qui reste faible dans un univers de taux qui monte ou qui est relativement élevé, mais avec une plus-value peut-être à la clé. Eh ben merci pour cette ouverture. Merci beaucoup Vincent Danis, président de Savignan. Merci Axel Pinon, portfolio advisor chez Carmignac. Merci à tous les deux. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.